bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pendant cette heure dédiée à un atelier qui s'intitule Équilibre et résilience. Je suis très heureux de participer à cet événement RIEDA consacré à l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, la start-up qui est un univers que… Alors j'entends du bruit par contre en écho, je ne sais pas si… Voilà, c'est bon. Et Oui, l'esprit d'entreprise voilà, qui m'est cher. Pour me présenter en quelques mots, j'ai démarré ma carrière en 1989. Voilà, donc après une première quinzaine d'années passées à développer des activités d'abord aux États-Unis, puis en Europe et sur le marché français, j'ai créé en 2005 une méthode d'accompagnement, une méthode de développement, une méthode de formation qui s'inspire des principes de l'aïkido pour finalement développer ses aptitudes au management et son leadership personnel et le leadership de son organisation. Et si vous voulez, je l'ai fait à travers l'aïkido parce que l'aïkido, c'est un art martial japonais qui est extrêmement inspirant sur le plan des comportements qui le guident, sur le plan de la philosophie qui le guide. Et vous verrez, je distillerai l'un ou l'autre élément qui fera référence aux arts martiaux pendant ma présentation. Le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment l'équilibre, c'est comment est-ce qu'on utilise l'équilibre pour pouvoir développer sa résilience, puisqu'on est tous confrontés à ce chemin de vie personnel, professionnel, qui nous met face à des épreuves. Et de fait, la résilience, ça se construit à travers des attitudes. Et la plus importante de ces attitudes, c'est l'équilibre, parce que sans équilibre, on ne peut rien de construire de solide, ni rien construire de durable. À côté de cette méthode Aikido Management que je diffuse, alors moi en ce moment avec le Covid, parce qu'évidemment on peut plus se voir, on peut plus se toucher, on peut plus, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais pendant de nombreuses années, je l'ai fait dans des hôtels où j'installais des tatamis pour créer en fait un dojo dans les hôtels et travailler pendant 2 jours, 3 jours sur des attitudes, voilà, le centrage, la gestion de la négociation, la gestion des conflits, comment mobiliser son équipe face au changement, etc., etc. Et des sessions donc, qui se passaient en kimono. Et comme je le disais, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour le faire de cette façon-là, en tout cas. À côté de ça, j'ai écrit des livres sur les thèmes justement de l'équilibre, du leadership, parce que ça me tient à cœur de pouvoir finalement accompagner également dans la réflexion à travers la lecture, qui me paraît être importante, de revenir à la lecture, de prendre le temps de lire, de comprendre, de digérer, de voir comment ça résonne en nous, tous ces principes-là. Donc, ces livres, ce sont des histoires en réalité autour de ces thèmes. Voilà, mais pour ne plus tarder, je vais directement rentrer dans le sujet, celui qui vous intéresse aujourd'hui, pendant cette heure-là. Donc, je vais faire une présentation pas très longue. En fait, je vais vous donner quelques points de repère qui vont vous permettre peut-être ensuite d'y réfléchir et de me poser des questions. Et c'est à travers ces questions que je pourrai développer, compléter, préciser selon vos attentes, vos besoins. Donc l'équilibre, qu'est-ce que c'est que ce sujet-là? En fait, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous intéresse tous. Je crois que dans ma carrière, je n'ai jamais rencontré personne me dire l'équilibre est un sujet pour les autres, ça ne m'intéresse pas. Non, on ne peut pas dire ça parce que nous sommes tous consciemment, inconsciemment, à petite échelle ou à grande échelle, mais en tout cas en recherche d'équilibre. On en a besoin. On en a besoin pour vivre bien, sinon, c'est une question de survie. Si on n'est pas en équilibre, on est en mode survie, et la survie, ça dure un temps. Hein. Donc, on a besoin de trouver en soi des clés qui vont nous permettre de vivre chaque instant, chaque relation, chaque projet avec une certaine sérénité, une paix intérieure, un engagement, une recherche de performance aussi. Et pour ça, pour être performant, on a besoin de cet équilibre. Et je parlais des arts martiaux avant. Si on veut être efficace dans sa pratique d'un art martial, la première chose qu'on va nous faire travailler, c'est l'équilibre, bien évidemment. Alors l'équilibre n'existe pas sans le déséquilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition entre équilibre et déséquilibre, il y a une complémentarité entre les deux. Et c'est important de le comprendre parce que ça fait changer de regard sur ce qui est justement le déséquilibre. Le déséquilibre, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas une bête méchante, c'est un indicateur sur le chemin. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de vivre l'expérience, d'apprendre de ce déséquilibre pour tendre vers un nouvel équilibre. Et je dis un nouvel équilibre parce que l'équilibre d'hier n'est pas l'équilibre d'aujourd'hui, on se réinvente en permanence, et donc on est constamment en recherche d'équilibre. L'équilibre, si vous voulez, c'est une notion dynamique,
ce n'est pas quelque chose de statique, d'où l'image de l'équilibriste que vous pouvez voir sur l'écran. C'est en réalité un mouvement permanent. Donc, je vais vous donner quelques éléments de réflexion autour de ça parce que vous allez voir que ça peut changer notre façon de concevoir ce qu'on perçoit parfois comme des mauvaises choses qui nous arrivent. Vous voyez, là, vous le voyez sur l'écran, la définition de l'équilibre, pour moi et pour mon co-auteur de l'équilibriste, puisqu'en réalité c'est une définition qu'on a mise dans le livre, c'est une balance entre des déséquilibres qui s'expriment sans arrêt à chaque jour, à chaque moment, et qu'on va essayer de rattraper au mieux. Donc, c'est des équilibres qui, en réalité, peuvent se traduire par, vous voyez, vous avez un côté de la perche, l'autre côté de la perche, on pourrait dire, c'est d'un côté des manques et de l'autre des excès. Alors, quel que soit le domaine auquel on fasse référence, si vous êtes, par exemple, dans une période où vous avez beaucoup de travail, vous êtes entrepreneur, vous avez énormément de travail, donc, d'une certaine manière, ça vous équilibre, mais ça vous déséquilibre aussi parce que ça va peut-être empiéter sur votre niveau d'énergie au bout d'un moment, ça va peut-être empiéter sur votre temps personnel, votre temps en famille, d'autres choses qui peuvent au bout d'un moment vous peser, peut-être pas pendant une période, mais au bout d'un moment. Donc vous allez progressivement risquer un déséquilibre par excès de charge de travail. Mais vous avez le pendant qui est le fait de ne pas avoir assez de travail, qui génère aussi du déséquilibre. Lorsqu'on manque de travail, on est quelque part dans cette sensation pénible de se demander si on est encore utile, on s'ennuie. Vous savez, c'est d'un côté le burn-out et de l'autre côté le bore-out. En fait, l'un comme l'autre sont des déséquilibres qui, lorsqu'ils sont poussés à leur maximum, ont des effets délétères dans notre vie. Donc, ce n'est pas l'un plus que l'autre ou quoi, c'est vraiment être attentif au manque comme à l'excès. Mais c'est à partir de ces manques et de ces excès qu'on va pouvoir aspirer à ce que le pas suivant, pour reprendre l'image de cet équilibriste, soit une occasion de rééquilibrage. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais dans la vie d'équilibre parfait ou d'équilibre permanent, quelque chose qui nous dirait, voilà, ça y est, t'es en équilibre, c'est bon, tu n'as plus à bouger. Non, ça n'existe pas. Par définition, l'équilibre, ça se crée un pas après l'autre. Et c'est très important de le comprendre parce que ça relativise totalement, ça permet de prendre du recul sur cette idée un petit peu utopique qu'on pourrait avoir de ce qu'est l'équilibre parfait. Vous voyez un moine sur une pierre qui ne bouge plus. Oui, mais ça, c'est pas l'équilibre de la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on est constamment confronté à du déséquilibre dans la vie et c'est notre aptitude à se rééquilibrer efficacement et rapidement qui va faire la différence. Et je sais que parmi vous, il y a une très grande majorité évidemment d'entrepreneurs. Vous êtes confrontés à ça tout le temps dans votre entreprise. C'est la confrontation à l'épreuve, à l'obstacle, à l'incertitude, qui fait que finalement, c'est votre aptitude à vous rééquilibrer qui va faire la différence. Donc plutôt que de parler d'équilibre, c'est aptitude au rééquilibrage. Alors, je vais vous donner quelques points de réflexion autour de ça. Qu'est-ce qui nous permet de travailler efficacement sur notre équilibre? Déjà, évidemment, ce sont des choix en termes d'hygiène de vie. Ça va de soi, hein, je n'ai pas besoin tellement de développer. Je ne suis pas là pour vous faire un workshop sur l'alimentation, sur la récupération, parce que vous en savez autant que moi. Il suffit aujourd'hui, on a accès à toute l'information sur Internet. La question d'ailleurs n'est pas de le savoir, la question c'est de le pratiquer. Et au fait de faire des choix qui vous correspondent à vous. Je suis tenté de dire, méfiez-vous des solutions toutes faites, des solutions miracles qui marcheraient à tous les coups, ça n'existe pas, parce que nous avons une singularité en tant qu'individu, en tant que personne. Il n'y a pas deux personnes exactement identiques sur cette terre. Donc, ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour votre voisin. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre au fond quelle est pour vous la bonne solution en termes d'hygiène de vie, que ce soit dans votre façon de vous alimenter, en termes de quantité, en termes de choix alimentaires, la qualité, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, en termes de digestion, en termes d'énergie, en termes d'hydratation, etc. Il faut trouver vos clés, tester. Donc, parfois, vous êtes en déséquilibre, vous manquez de quelque chose, vous êtes en trop d'autres, c'est pas grave. Vous rectifiez le tir dans le pas suivant et finalement, vous apprenez de cette expérience. C'est la même chose pour la récupération dans l'hygiène de vie, c'est en termes de sommeil. Est-ce qu'il vous réussit mieux de vous coucher à telle heure et de vous réveiller à telle heure, ou un peu plus tôt, ou un peu plus tard? Est-ce qu'il est pour vous intéressant finalement d'avoir des récupérations dans la journée qui vous permettent, par des micro-siestes, des siestes flash, des mini-récupérations, de retrouver de l'énergie qui pourrait parfois vous manquer la nuit parce que vous êtes investi dans votre projet et que parfois ça vous amène à aller un petit peu plus loin que la limite? Ce qui est important, c'est de trouver, vous savez, un peu comme un navigateur, on sort du Vendée Globe, ce sont des experts de la récupération dans des temps très courts, parce que l'épreuve le veut. Donc c'est important de voir qu'est-ce qui vous réussit à vous sur une période de temps et sur une période plus longue également, parce que
l'équilibre n'est pas le même en fonction de la durée de la sollicitation. Et ça, il faut le prendre en compte lorsque vous êtes entrepreneur, parce que vous avez des moments, vous avez des coups de bourre qui vous obligent évidemment à être plus investi, plus concentré, plus engagé à un moment donné pour ne serait-ce que faire un lancement de produit, participer à un salon, des choses qui vous mettent un peu plus à l'épreuve encore que pendant le quotidien. Et puis, vous avez évidemment tout ce qui est l'exercice. Dans l'hygiène de vie, la notion d'exercice. Bouger son corps, ne surtout pas basculer dans la sédentarité, qui est un vrai danger aujourd'hui. Hein. C'est une cause de mort. La quatrième, selon l'OMS, en fait, on meurt de sédentarité, évidemment, puisque le corps humain, c'est une machine qui a besoin de bouger, d'être en mouvement. Elle est faite pour ça. C'est une véritable machine à performer, mais encore faut-il l'utiliser, cette machine-là. Donc, trouvez aussi ce qui est un bon mode de mouvement pour vous. Ça peut être tout simplement le fait de marcher dans la nature, ce qui vous oxygène, ce qui vous reconnecte aussi à tout ce qui est naturel autour de vous. Ça peut être une activité physique dans laquelle vous vous investissez, vous vous défoulez et vous êtes en équipe, par exemple. Vous voyez, à chacun son activité, quoi qu'il en soit. Voilà. Ayez d'une certaine manière certains rituels qui sont les vôtres, qui vous permettent de bien vous alimenter, bien récupérer et bien bouger. Ça, ce sont les trois clés essentielles quand on parle d'hygiène de vie. Mais ça ne suffit pas. Vous avez ensuite des éléments très importants en termes de posture. Vous voyez, la posture que l'on a dans la vie a un impact sur ce qui nous arrive et la manière dont on vit ce qui nous arrive. Et on doit tout de suite, et je passe au point d'après, c'est associer à la posture la respiration. C'est-à-dire que si vous avez une posture avachie, et quand je parle de posture au sens propre, physique, mais ça correspond à notre posture dans la vie, au sens figuré, c'est qu'en fonction de la manière dont vous vous tenez, vous allez avoir plus ou moins de confiance, d'assurance, d'optimisme, d'énergie. Si vous êtes avachi, vous allez vous ratatiner progressivement. Ce n'est pas très compatible avec une vie épanouie et encore moins avec une vie d'entrepreneur. Donc, la posture, c'est vraiment votre façon d'aborder la vie, j'allais dire de l'affronter, mais je ne pense pas que la vie soit non plus uniquement un combat. Il y a certaines facettes de la vie qui sont un combat, mais prenons plutôt ce terme d'aborder la vie, de l'accueillir également, d'une manière la plus confiante, ouverte, et reconnaissante possible. Ça, c'est une posture qui doit se sentir à travers votre façon d'être. Vous savez, on parle de communication non verbale également, c'est qu'est-ce que votre corps dégage à travers la posture qu'il a et sa façon également de bouger. Et j'ai associé la respiration parce que selon la manière dont vous allez vous tenir, regarder la tension de vos traits, etc., vous allez également avoir une certaine façon de respirer. Et je dirais qu'en termes de potentiel de réalisation dans sa vie, si l'on n'associe pas une respiration consciente, on passe à côté de quelque chose. Clairement, la respiration, c'est un levier extraordinaire d'équilibre et de performance. Et on utilise, à ma connaissance, environ en moyenne 1/6 de notre capacité respiratoire. D'ailleurs, il suffit pour cela de regarder ce que les apnéistes arrivent à obtenir comme capacité respiratoire sous pression. C'est dire la marge de manœuvre que l'on a pour s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, apprendre à respirer chaque jour de manière plus consciente, plus approfondie, pour progressivement développer une forme de sérénité, d'apaisement et en même temps de dynamisation, parce que la respiration à la fois nous calme et elle nous énergise. Elle a ces deux volets sur lesquels on va pouvoir vraiment avoir de nombreux bénéfices. Et vous voyez, il y avait un grand maître japonais de Zazen, qui était Taizen Deshimaru, qui était d'ailleurs celui qui a promu cette discipline en Europe, qui disait « Une posture juste associée à une respiration juste engendre un état d'esprit juste ». Eh bien, c'est tout à fait vrai. Lorsque vous êtes dans un état d'anxiété, de peur, de colère, une agitation intérieure, plutôt que de rester dans votre tête à essayer de trouver les clés, revenez par le corps, reprenez conscience de votre posture, redressez-vous, ouvrez-vous, allongez la respiration, approfondissez-la, et vous verrez que mécaniquement, sans plus d'effort, votre état d'esprit va changer. Il va se réguler, il va se rééquilibrer, vous allez retrouver de nouvelles ressources en vous. Donc, véritablement, ça va changer votre façon de penser, votre façon de voir ce qui vous arrive, les situations, et également la manière dont vous gérez vos émotions. Vous allez sentir que votre cœur s'apaise, qu'il est moins inquiet. Et donc, quelque part, c'est une façon aussi de relativiser la peur, de prendre de la distance avec elle pour qu'elle ait moins d'emprise sur vous. Et je dirais par extension, si vous travaillez avec des équipes, si vous avez des collaborateurs, sûr, toute la peur qui peut parfois envahir les équipes, notamment lorsque la pression est là, les enjeux, les inquiétudes liées à l'environnement extérieur, parce qu'on voit bien aujourd'hui toute cette pression qui s'exerce sur les populations. Tout ça, c'est très important d'avoir conscience que
notamment lorsqu'on parle de leadership, le leadership, c'est d'abord le leadership de soi. En tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que décideur, d'avoir cette capacité d'abord à vous conduire vous-même, à trouver en vous les ressources qui vont vous permettre d'être plus fort déjà avec vous-même avant de chercher à l'être vis-à-vis de votre environnement. Tout de suite, évidemment, la méditation qui est la clé également, une pratique majeure pour apprendre à relativiser, apprendre à trouver de la paix intérieure, sortir du tout mental, quelque part, qui nous obsède, qui envahit nos vies de manière compulsive, totalement addictive. La pensée, c'est quelque chose qui nous assaillit. Donc, l'idée par la méditation, c'est vraiment de dire un message pour que notre pensée garde ses distances, notre mental se calme. C'est vraiment de ne pas porter de jugement, d'observer ce qui est, lorsque vous respirez, d'avoir conscience que vous respirez, de sentir que vous respirez, mais de ne pas réfléchir à votre respiration. Et méditer, finalement, c'est une manière de se connecter à soi-même, de sentir que le corps que vous avez, vous l'avez et vous le sentez, ce n'est pas une abstraction, le corps. Donc, c'est tout ce travail d'intériorité qui va vous permettre petit à petit de trouver une forme d'immobilité dans le mouvement. C'est-à-dire que la méditation nous met au calme, nous connecte également avec une forme de vide, mais ce n'est pas un vide annihilant, c'est un vide qui nous permet de faire émerger d'autres choses. Par exemple, en termes de créativité, sans du vide, il ne peut pas y avoir de créativité. Si toute la tête est pleine, si tous les espaces sont pleins, il n'y a plus d'espace pour la créativité. Donc méditer, c'est une façon de remettre du vide pour permettre à de nouvelles choses, finalement, d'émerger. Il y a également, en termes de rééquilibre, la notion d'organisation, la manière dont on organise sa vie, ses objectifs, sa méthodologie. Quelle est votre méthodologie pour finalement atteindre vos priorités? Qu'est-ce qui va être plus essentiel pour vous? Où est-ce que vous allez placer votre énergie? Ça, c'est très important d'avoir une organisation qui vous est propre. Tout le monde n'est pas organisé de la même manière. Il n'y a pas une façon de s'organiser pour que ça marche. Il y a différentes façons. Vous devez, là, comme pour l'hygiène de vie, trouver la vôtre, savoir ce qui est important pour vous et là où vous allez consacrer du temps, de l'énergie, des moyens pour arriver à vos fins. Et puis, ça veut dire aussi savoir dire non à d'autres choses. Et après, comment vous allez organiser votre journée à partir du réveil jusqu'à la fin de la journée, comment vous allez finalement vous débarrasser de certaines choses pour ne pas accumuler finalement du superflu, parce qu'on a tendance à être beaucoup dans le superflu, à ne plus faire la différence entre ce qui est urgent et important. Vous savez, la fameuse matrice d'Eisenhower, vous connaissez sans doute. Donc, c'est comment vous équilibrez votre vie, vos objectifs pour avoir finalement les résultats que vous désirez. Et un autre point, c'est finalement l'action. C'est dans l'action qu'on trouve l'équilibre, je le disais, dans le mouvement. L'action juste, en fait, va résulter de tous ces éléments de posture, d'attitude, de façon de faire, de méthodologie. Il n'y a pas d'action juste sans équilibre. Et d'une certaine manière, plus vous voulez monter haut, hein, sans que ce soit de l'arrivisme, que ce soit de l'ambition de votre vie, finalement, vous réalisez vos projets, eh bien, vous ne pouvez pas monter haut si vous n'avez pas l'équilibre. Parce que plus vous allez monter haut en déséquilibre, plus vous allez tomber de haut, donc tomber fort et tomber vite. Donc, vraiment, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui constitue votre équilibre à vous. Là où vous sentez certaines défaillances, c'est au fond d'aller combler ça pour vous améliorer sur tel et tel aspect, reprendre du temps pour vous, telle activité qui vous tient à cœur, c'est pas pour rien, ça vaut la peine peut-être d'y consacrer un petit peu plus de temps, au moins à certains moments. Comment vous ritualisez un petit peu votre équilibre pour vous permettre de passer à l'étape d'après et consolider à chaque fois cet équilibre pour consolider vos performances, et qu'elles soient d'ailleurs individuelles ou collectives, puisque tout ça est évidemment très lié. Voilà ce que je voulais d'abord dire en préambule sur quelques fondamentaux de l'équilibre. On va aller un petit peu plus loin encore sur ces notions. Et je voudrais notamment attirer votre attention sur l'importance de relier l'équilibre au temps présent. Très souvent, nous souffrons de finalement être envahis du passé ou du futur. Vous voyez, on a tous un passé qui nous a amenés là où on est, on a tous un futur qui nous projette vers l'avant, et beaucoup trop de notre temps et notre énergie sont consacrés à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer. Donc, pour être vraiment dans cette notion d'équilibre profond, vous savez, je vous parle d'un équilibre vraiment ancré, solide, durable, qui n'est pas un équilibre contextuel en fonction de ce qui se passe, etc., mais vraiment un équilibre qui est un peu indépendant de tout ça. Et ben, ça s'ancre dans le temps présent, ça passe par le fait d'apprécier les choses comme elles sont,
de ne pas toujours se dire « je voudrais que les choses soient comme ça ». C'est-à-dire les choses sont comme elles sont. Et elles sont comme elles sont pour une bonne raison, dont une partie qui nous appartient, mais beaucoup plus qui ne nous appartient pas. La vie, elle est comme elle est. Donc la question va être plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce que la vie nous propose. C'est là la vraie clé. Et donc c'est dans la présence qu'on peut trouver ça, d'être présent à ce qui est. Donc qui dit présence dit aussi concentration. Vous avez cette notion d'ici et maintenant, qui est un peu la règle dans la pratique du zen, d'être ici et maintenant, donc pas dans ce qui s'est passé hier, ni ce qui se passera la semaine prochaine, c'est de vraiment revenir dans l'instant. Et ça, c'est véritablement le résultat d'un entraînement. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose non plus qui s'obtient, je dirais, enfin, ça se travaille par une pratique régulière. On n'est pas dans l'ici et maintenant juste de manière conceptuelle. Donc, si vous voulez, cette notion de méditation dont je parlais avant va être la clé pour être ici et maintenant, observer ce qui est, ressentir ce qui est et savoir apprécier ce qui est. Donc, il y a deux mots qui peuvent être associés pour moi à la présence, c'est la concentration et la gratitude. La gratitude d'apprécier ce qui est, pour ne pas générer en soi cette frustration qui finalement va finir par impacter notre futur. À force d'être frustré de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'est pas, de ce que l'on ne fait pas, on finit par créer cet état en nous. Et donc, il est important vraiment de se dire, quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il soit passé hier, ce qui compte maintenant, c'est ce qui est maintenant. La vie, c'est un présent qui s'actualise à chaque seconde. Et au fond, le futur va être le résultat de ce présent-là. Alors évidemment, ça n'empêche pas, et il faut avancer. Nous avons besoin d'avancer. En fait, avancer, c'est se projeter dans le futur avec une certaine confiance, une envie, un enthousiasme. Et pour ça, il faut pouvoir avoir une direction dans la vie. Il faut se fixer un cap. Ne pas être le fruit finalement d'une forme de dispersion mentale qui ferait qu'aujourd'hui je vais là, demain je vais à 180 degrés dans l'autre sens. Ça ne marche pas, ça. On se disperse, on perd beaucoup d'énergie. Donc il est important de savoir aussi se projeter dans le futur. Ça n'empêche pas d'être présent parce que c'est dans le présent qu'on peut construire l'avenir. Mais il y a une différence entre être tout le temps dans le futur en étant frustré de ce qui n'est pas et d'être dans le présent et d'aller consciemment et sereinement vers le futur. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc avancer, c'est définir une vision pour vous-même, une vision pour le type de vie que vous voulez, le type d'environnement que vous voulez, et le construire avec des choix et des actions. Et enfin, il y a, je le disais, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette notion de mouvement. Vous voyez, cet équilibriste sur le fil avance un pas après l'autre, ce qui veut dire qu'il est constamment en mouvement. S'il ne bouge plus, il est en danger. Et donc, il y a une réflexion autour de ça sur ce qu'est la notion de sécurité. Eh bien, en fait, contrairement à ce que l'on peut parfois imaginer en cherchant de la sécurité, donc de ne plus bouger, comme si ne plus bouger nous mettait en sécurité, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est justement dans le mouvement qu'on peut développer une confiance, une sécurité. Et donc, ça veut dire aussi une acceptation du risque, sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on se sécurise. Ce n'est pas en restant dans sa zone de confort. Donc, elle a vocation, cette zone, à s'élargir progressivement. Et donc, c'est aussi apprendre une forme de lâcher prise, puisque qui dit élargir sa zone de confort dit je ne me concentre plus sur ce que j'ai, puisque je veux l'étendre. Donc, c'est comme un tremplin, une zone de confort. Mais ça n'a vocation qu'à être un tremplin pour vous mettre aussi à l'aise dans votre vie. On ne peut pas être tout le temps en conquête ni en challenge. Il faut avoir aussi cette notion de sécurisation, c'est logique. Mais on ne peut pas se fonder là-dessus lorsqu'on se lance dans des projets, lorsqu'on veut être quelque part la meilleure version de soi-même, comme on dit. Donc, il y a une notion d'adaptation, de rééquilibrage à chaque pas. On avance et l'équilibre de demain n'est pas l'équilibre d'aujourd'hui. Ça se recrée à chaque fois dans l'instant. Voilà. Et donc, petit à petit, on va développer ce sentiment, j'en parlais avant, de confiance, et puis de légèreté également, parce que la confiance donne une certaine légèreté, une prise de recul, une prise de hauteur, un peu d'humour également pour prendre les choses avec un petit peu plus d'amusement. On a tendance à être trop grave souvent dans la vie, et c'est dommage. On ne rit pas assez. Voilà. Donc, un petit peu de recul sur soi-même aussi, et par rapport à notre ego, hein, parce que cet ego nous plombe et nous donnerait peut-être un peu trop d'importance, qui finalement est extrêmement relative. On n'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers. On est à la fois très important et rien du tout. Et donc, il faut avoir cette conscience à la fois de notre rôle. On a un rôle à jouer dans la vie, on a des choses à faire, on a des contributions à apporter, mais en même temps, il faut savoir rester très distant par rapport à tout ça et être léger, parce qu'on est quand même qu'un grain de poussière. Et pour aller petit à petit vers la fin de cette présentation, avant de pouvoir répondre à vos questions, je voudrais
insister là encore sur vraiment cette notion de relativisation entre la manière dont les événements, les autres, tout ce qui vous environne agit sur vous et la manière dont vous agissez sur l'extérieur. Il y a une vraie question, elle figure sur l'écran, à se poser, c'est de qui et de quoi dépend fondamentalement votre équilibre. Est-ce qu'il dépend plus de vous ou est-ce qu'il dépend de ce qui arrive autour de vous? Quelle est par exemple l'importance que vous donnez au regard des autres? Quelle est l'importance que vous donnez aux événements? Est-ce que c'est parce que la conjoncture à un moment donné va aller mieux que vous allez aller mieux? Est-ce que c'est parce que vous aviez un concurrent qui est en train de faire faillite finalement que vous commencez à aller mieux parce que vous respirez, vous sentez que vous allez reprendre des parts de marché, etc. Si c'est ça sur quoi votre équilibre est basé, c'est bien fragile, c'est beaucoup trop faible. Vous devez avoir une confiance intrinsèque forte, c'est-à-dire que quels que soient les événements, et c'est ça le lien entre équilibre et résilience, c'est qu'au fond, c'est vous qui forgez les circonstances à travers votre attitude, votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de communiquer aussi. C'est vous qui allez pouvoir changer les choses. Et cette résilience, vous la développez par cette conscience que c'est vous qui pouvez travailler sur votre équilibre et à partir de là, progressivement, impacter toutes les sphères autour de vous. Mais si ce sont les autres qui définissent vos choix, vos humeurs, alors là, il y a un vrai problème. Ça ne peut pas être les autres. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien, bien évidemment. On est le fruit d'interactions et toute bonne influence de l'extérieur, que ce soit en provenance de personnes ou de circonstances ou d'événements, prenez-les, nourrissez-vous de tout ce qui est bon dans la vie autour de vous, bien évidemment. Mais ça ne doit pas être une condition, c'est ça que je veux dire. C'est que parfois, on n'a pas ces circonstances favorisantes. On n'a pas d'aide autour de soi, on n'a pas de regard favorisant. Tout vous donne l'impression de jouer contre vous. Et c'est vraiment là qu'on peut développer cette notion de résilience. Et donc, c'est vraiment progressivement un réflexe de l'équilibre qu'il nous faut apprendre à développer, c'est-à-dire de renforcer cette bulle intérieure pour se dire, au fond, par les bons choix en termes d'hygiène de vie, de posture, d'organisation, d'action, eh bien, on se sent en paix avec soi-même, en paix avec sa conscience. On sait qu'on fait des choix qui sont parfois difficiles, mais des choix cohérents, des choix alignés, des choix inspirés, qui vont faire qu'au fond, il se passe ce qui se passe après. Et c'est là le lâcher-prise, c'est d'accepter de maîtriser ce que vous pouvez maîtriser et de ne plus maîtriser ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'évidemment, et heureusement d'ailleurs, heureusement que tout ne nous appartient pas, sinon le monde serait extrêmement conditionné et confrontant, puisque tout le monde voudrait appliquer sa propre vision et sa propre version des choses. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, vous avez la prise sur vous-même. Donc, mon invitation, c'est ne cherchez surtout pas à changer les autres, à changer les événements. Changez-vous de l'intérieur et vous verrez que vous changerez votre façon d'aborder ce qui vous arrive et puis également votre environnement. Et plus vous aurez d'équilibre en vous, plus vous pourrez en donner autour de vous, alors à des sphères qui vont progressivement s'élargir, vos proches, vos un peu moins proches, et puis la société dans son ensemble. Et pour terminer, voilà, j'aimerais vous montrer cette citation que j'aime bien de Mori Ueshiba, qui était le fondateur de l'aïkido, qui est aujourd'hui ma discipline de référence, qui disait, en fonction des circonstances, vous devez être dur comme le diamant. Parfois, il faut être très dur. Très dur, c'est trouver en soi cette force qui fait que vous tenez bon, vous avez des convictions, vous êtes quelqu'un de solide en réalité, comme le diamant. Rien de pire que ce côté fragile qui se vulnérabilise. On a tous notre vulnérabilité. Il faut l'accepter, mais il faut aussi croire en sa force intérieure parce qu'elle est là. Mais également flexible comme le saule, capable de s'adapter aux circonstances. Vous savez, on parle d'agilité, moi j'aime parler de fluidité. Vide comme l'espace, par exemple en faisant référence à ce que je disais sur la méditation, apprendre à faire le vide à l'intérieur de soi, à mettre de la distance, à savoir par exemple être dans la solitude. La solitude, c'est du vide. Le silence, c'est du vide. On a besoin de ça pour trouver cette paix intérieure. Et fluide comme l'eau, véritablement, apprendre à couler le long de la rivière, pas être toujours à contre-courant, à vouloir se rattacher aux branches, voilà, mais vraiment d'accepter aussi que la vie soit comme elle est. Voilà, un travail d'acceptation et d'adaptation permanente. Voilà, il est 10h30, donc je termine ma présentation là pour ce qui est de l'intervention, et maintenant, eh bien, je serai très heureux de répondre à vos questions, et je vais me mettre donc en mode conversation. Voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Il faut peut-être le temps d'avoir des questions. Donc, Monsieur Eric,
On doit attendre pour avoir des questions parce que vous devez avoir fini. Vous devriez avoir fini à 10h50. Par contre, maintenant, c'est 10h30. Alors, C'était volontaire, Farah. C'est vraiment pour pouvoir aussi donner du temps aux questions, qui pour moi est le principe d'un atelier, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans, finalement, j'aimerais que vous puissiez finalement réagir à ce que je vous dis là. Vous voyez, et c'est ça que je propose aux auditeurs, c'est vraiment, n'hésitez pas, on a une demi-heure devant nous pour vraiment approfondir, développer, parce que j'ai aussi une keynote demain, vous voyez, qui est une présentation du début à la fin. Mais voilà, j'aimerais pouvoir vraiment, si vous en avez, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, et si vous en avez, j'y répondrai volontiers. on attend 5 minutes de plus s'il y en Pas de a des souci. questions à poser. Mais pour nos auditeurs, j'avais l'honneur d'avoir accueilli M. Eric Hubler, dirigeant Altamira Développement SAR France, qui a animé le workshop sous le thème Équilibre et résilience. Donc, je vous félicite, M. Eric, pour cette grandiose contribution. Merci, Farah. Donc, je reste à votre écoute. Voilà. S'il y a des questions, j'y réponds. S'il n'y a pas de questions, bah, voilà, c'est pas un souci non plus. Oui, vous devez patienter 5 minutes. Et s'il n'y a pas de questions, c'est la fin de cette intervention. Donc, première question, comment appliquer la résilience en entreprise? Oh, c'est une question large, ça. Alors, appliquer la résilience en entreprise. Il y aurait plusieurs façons de répondre. Ce que je dirais, la résilience, l'entreprise est un terrain de résilience en lui-même. C'est-à-dire que tout dans l'entreprise, c'est entreprendre. Donc, c'est avoir des projets qui se succèdent les uns aux autres. C'est gérer du risque. C'est stimuler de l'engagement. C'est toute la beauté de l'entreprise, c'est que rien n'est écrit d'avance en réalité dans l'entreprise. Toute la page s'écrit chaque jour. Imaginons que vous ayez par exemple en 2020, malgré le Covid, fait une très belle année. Eh ben, en 2021, vous redémarrez à zéro. Ça se retravaille tous les jours. Et il est important d'avoir cet esprit-là de reconquête chaque jour. Des entreprises ont pu être très belles. Il y a des fleurons de l'industrie qui n'ont plus existé dans le futur parce qu'elles ont oublié quelque part de se remettre en question, de se réinventer. Donc, il y a un lien entre la résilience et le fait, cette capacité de se réinventer. Donc, la résilience en entreprise, je pense que c'est un état d'esprit à développer avec ses équipes. C'est quelque chose qui peut réunir toute l'équipe, la résilience. C'est-à-dire, vous savez, dans une entreprise, il y a ce qu'on fait en termes de produits, on fabrique des produits ou on vend du service. Mais au-delà de ça, l'entreprise, c'est d'abord la réunion d'êtres humains qui partagent ensemble un projet. Et il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle est au fait cette contribution collective qu'on va apporter, pourquoi on fait ça et après comment on le fait. Euh, donc, si vous voulez, à partir du moment où on est imprégné de cet état d'esprit-là, de revenir à ce fondamental, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qu'on partage ensemble, on va pouvoir naturellement développer une forme de résilience parce que ça va être une résilience basée sur de la confiance, une confiance partagée, de la motivation à réaliser ensemble des choses. Bah, en soi, c'est une énergie en mouvement, la motivation. Donc, ça donne l'envie de s'engager et ça donne l'envie de réussir quelque chose ensemble. Ça marche très bien et on passe et on renforce ce qu'on a réussi ou on l'élargit ou on le déploie autrement. Ou alors, on n'a pas réussi ce qu'on voulait, bah, on en tire les leçons ensemble. Là encore, c'est le mot ensemble qui va faire qu'on peut développer une résilience en entreprise. Donc cet esprit d'équipe, cette cohésion, un peu comme finalement une équipe commando hein, qui serait en terrain inconnu, qui bougerait un pas après l'autre et qui serait en mission. Vous voyez, c'est un peu ça l'esprit. Donc cette résilience, c'est fait de communication, de confiance, de proximité, et là on peut vraiment tout surmonter, vous voyez, quelles que soient les épreuves. Et puis je crois aussi que pour pouvoir se sentir résilient, il faut se sentir léger. Donc, léger, ça veut dire ne pas dépendre d'attaches extérieures trop fortes, par exemple par rapport à des partenaires. Il faut pouvoir, quand je dis des partenaires, attention, je crois énormément aux partenariats et je crois que les partenariats doivent être sains, mutuels, naturels
et ils sont faits pour se soutenir mutuellement, les partenariats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se mettre des charges excessives sur le dos parce que ça enlève de la légèreté, donc de la résilience. Donc, être bien conscient de cette nécessité, au fond, d'avancer léger. Vous voyez, parfois, on a trop de... Et moi, je le dis en me mettant moi-même en question, j'ai parfois dans ma vie, je me suis lancé dans des projets en ayant trop mis, par exemple, de moyens sur certaines choses et je me suis mis en difficulté parce que, finalement, voilà, on se crée des obligations financières, et ça, c'est un petit peu difficile parfois, surtout lorsque les temps sont plus tendus, il faut vraiment être léger. Donc, ça peut être un élément supplémentaire de résilience, à mon avis. Alors, je vois une question, comment appliquer la résilience en entreprise? Je vois une deuxième question, est-ce que vous avez des conseils pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée, surtout lorsqu'on a des enfants et qu'on est en train de créer notre projet? Alors ça, c'est une question très importante et qui, je pense, concerne beaucoup de personnes, et j'en fais partie en permanence. Alors, je crois d'abord que, vous savez, cette frontière vie professionnelle, vie personnelle, c'est une frontière mentale, c'est-à-dire on s'imagine qu'une fois qu'on a sorti, on est sorti du bureau, bah, on passe à autre chose. Alors, quelque part, c'est sain de le faire, c'est-à-dire savoir passer d'un à l'autre. C'est plus difficile que ça. Je pense que, au fond, quand on est entrepreneur, qu'on vit un projet, d'abord, c'est pas un projet personnel uniquement, c'est un projet aussi de famille. Il faut avoir ce plaisir finalement d'associer aussi sa famille d'une certaine manière dans le projet. Ça ne veut pas dire qu'on leur parle sans arrêt d'autres projets et on les saoule avec ça, parce que chacun dans la famille a ses propres projets, il faut le respecter. Mais je pense que quand on est entrepreneur, c'est difficile de tourner complètement la page. On sort du bureau, on n'est plus... Voilà. Mais je pense qu'il faut avoir des règles de vie. Pour moi, les conseils, ce serait en termes de règles de vie, c'est-à-dire de certains rituels qui consistent à développer plus la notion d'efficience que d'efficacité. Je m'explique. Euh, L'efficacité, vous déployez beaucoup de moyens et d'énergie pour atteindre vos objectifs. Simplement, parfois, ça vous prend beaucoup de temps. Vous pouvez arriver à vos fins, obtenir des résultats, mais alors avec une débauche de moyens, je crois qu'il faut penser en termes d'efficience, c'est-à-dire d'organiser votre vie en fonction, vous voyez, quand même en fonction de ce qui est prioritaire à un moment donné. Euh, je crois qu'on a besoin, en tant que dirigeant, de se soucier de son entreprise, de soi-même, de sa famille, donc de ses enfants et de leur... Donc il faut dédier des moments qui ne sont pas forcément des moments quantitatifs, ce n'est pas forcément beaucoup de temps, mais ce sont des moments de pure concentration. C'est-à-dire que quand on est dans quelque chose, on le fait pleinement. Quand on discute avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, eh bien en fait, le faire pleinement. Vous voyez, ça revient à la notion de présence. C'est de faire attention à ne pas, au même moment, mélanger un problème de boulot et un problème, par exemple, d'université, ou un problème de couple et un problème de... Ouais, tout se mélange sinon, et on n'est jamais pleinement là. Donc, c'est d'apprendre vraiment à être à 100% dédié, concentré à ce qu'on fait, au moment où on le fait, être présent pour les autres. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure, ça s'entraîne, ça c'est une pratique pour développer cette capacité de concentration. Et c'est un peu contre-intuitif en 2021 parce on a développé quelque part l'art de zapper, c'est-à-dire on zappe très vite, comme ça on passe d'un truc à l'autre, et ça me paraît contraire à un équilibre, un réel équilibre personnel. Je pense qu'il faut vraiment être pleinement à ce qu'on fait quand on le fait. Et ça donne de la densité, ça donne de la richesse à notre vie, et ça montre aussi la considération pour soi-même et pour notre environnement. Si vraiment il y avait un conseil, je crois que ce serait celui-là. Apprenez à être à 100% à chaque instant dans ce que vous faites, et puis après, vous passez à autre chose. Voilà, vous avez votre journée est organisée par une succession finalement de moments, de rencontres, et ne mélangez pas tout. Voilà ce que je pourrais dire. Comment peut-on concilier vulnérabilité et avancement confiant? Alors, peut-être une manière de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de vulnérabilité. Être vulnérable, en fait, on est tous vulnérables déjà parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des machines. Donc, on a des sentiments, des émotions. On a des moments où on se sent plus fort que d'autres, des moments plus faibles. Je crois qu'il faut regarder tous les moments avec le même regard, quelque part, bienveillant vis-à-vis de soi-même, s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. Et finalement, je le disais tout à l'heure, je vais faire le lien avec la notion de sécurité et de zone de confort. En fait, on peut être d'autant plus confiant qu'on sait qu'on est parfois fragilisé.
on peut se retrouver en situation difficile. Mais si on a compris que ça fait aussi partie de l'existence et de l'expérience de vie, que ce fameux déséquilibre à un moment donné peut nous permettre de mieux construire l'équilibre suivant, alors à ce moment-là, on peut vraiment développer un sentiment de confiance. Et plus ce sentiment de confiance se renforcera, moins vous serez focalisé sur votre vulnérabilité. Le danger, quelque part, peut être aussi de se de se convaincre qu'on est vulnérable, 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 et du coup, on mettrait trop l'accent dessus. On est à la fois vulnérable et très fort. On est les deux à la fois. Mais il faut accepter notre entièreté quelque part. Il faut accepter de se dire, bah, je peux me tromper, je peux faire des mauvais choix, je peux être fragile physiquement à un moment donné, on peut se faire mal au dos, on peut être malade, on peut avoir des moments de tristesse, on peut... Mais ça, si vous voulez, c'est juste être un être humain, et c'est la beauté de l'être humain, c'est cette fragilité. D'ailleurs, n'oublions pas que je le dis parce que parfois ça semble tellement oublié que nous sommes mortels. Et être mortel, c'est ce qui donne de la beauté à la vie. Donc en soi, notre mortalité nous rend vulnérables intrinsèquement. Je crois qu'on commence à vivre pleinement quand on accepte d'être mortel et qu'on s'en souvient. Voilà, je crois énormément à ça. Et je cite souvent ce dicton samouraï aussi qui me plaît bien parce qu'il me semble assez parlant, qui dit si tu veux avoir une chance de revenir indemne du combat, oublie toute idée de retour. C'est une manière de dire vis la vie pleinement au moment où elle s'offre, sans avoir toujours à ménager des plans B, des ci, des ça. Il faut aussi savoir être pleinement là pendant que la vie nous est offerte. Et je parlais tout à l'heure de gratitude. Apprenons à remercier pour ce qui est maintenant parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et il ne faut pas attendre de vivre en fonction de quelque chose qui serait potentiellement là demain. C'est une erreur pour moi fondamentale. La vie, elle est là, ici et maintenant. Donc, c'est dans cet instant qu'on peut trouver de la confiance en acceptant cette mortalité. Voilà, j'espère être à peu près clair dans cette explication. N'hésitez pas, si vous voulez que je précise, hein, je le ferai volontiers. Je vous remercie infiniment, Monsieur Hubert, pour votre contribution et votre réponse aux questions. Donc, c'est tout pour cette intervention. Vous pouvez ajouter quelque chose si vous avez quelque chose à dire. Peut-être, c'est intéressant d'ailleurs de lier aussi la notion de vulnérabilité de confiance par rapport à l'entreprise, puisque là j'en parlais à titre plus personnel en tant qu'individu, mais c'est la même chose pour une entreprise. Une entreprise, je crois, gagne à être pleinement elle-même, pleinement engagée dans ce qu'elle fait, et ça veut dire aussi savoir s'affranchir de certaines peurs. Euh, et ça nous amène aussi à la notion d'audace. Vous voyez, vous êtes des entrepreneurs, donc l'audace fait partie de votre quotidien. Le jour où il n'y a plus d'audace, c'est là où la vulnérabilité prend le dessus et c'est là où la confiance disparaît. Donc, s'habituer à entretenir cet esprit audacieux qui fait que vous n'avez pas peur de lâcher ce qui est pour construire autre chose, de prendre des risques, assumer d'être différent, assumer d'être innovant. Et je dirais également, apprenez à ne pas vous comparer à vos concurrents, à ce que font les autres. C'est pas là qu'on trouve la vraie voie de l'épanouissement ni de l'équilibre. Il faut s'inventer, il faut inventer. Et donc savoir aussi se détacher de ce qui existe autour de soi. Alors se détacher ne veut pas dire qu'on n'en a pas connaissance et qu'on ne s'en inspire pas. Bien sûr, on apprend des autres. Il faut surtout apprendre de ceux qui font bien et qui font mieux que nous. Mais ne faites pas ce que font les autres, ne faites pas comme les autres. Inspirez-vous du meilleur et construisez votre propre voie. Et je crois que quand on est investi de ça quelque part, on est moins dans la crainte parce qu'on est vraiment dans cette création. Et pour moi, la création est un générateur de confiance. Et qui dit de plus en plus de confiance dit de moins en moins de peur. Et quelque part, une fois qu'on arrivera à la fin du chemin ou au bout du fil, on pourra se dire je ne regrette rien, selon la fameuse chanson que vous connaissez d'Edith Piaf, mais non, je ne regrette rien parce que au fond, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai testé, j'ai tenté, la vie m'a donné des possibilités, au fond, je les ai saisies et j'ai essayé d'en faire quelque chose. Et une belle entreprise pour moi, c'est aussi une entreprise particulière, au sens différente, différenciante, originale, capable de vraiment faire la différence, même, et ce n'est pas du tout une question de taille. Hein, on peut vraiment, des toutes petites entreprises sont, vous savez, créer ce qu'on appelle des espaces d'océan bleu. Hein, c'est vraiment des espaces de valeur ajoutée, de créativité, d'innovation.
Pour ma part, c'est là qu'on trouve vraiment un énorme épanouissement, une énorme énergie dans cette capacité à se créer. Donc, je crois que dès qu'on se compare, on se fragilise, on perd de l'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme une fuite d'énergie parce qu'on est toujours par rapport à. On s'évalue, on se mesure, mais on est. Voilà, jusqu'au moment où on comprend que ça, c'est un travail de l'ego, en fait, de se mesurer. On n'a pas besoin de se mesurer aux autres. Euh, les meilleurs compétiteurs sont des gens qui croient que ce sont eux qui font la différence et ils n'ont pas besoin de dire je suis meilleur qu'un tel. Ils le sont. Ils le sont par une façon différente d'être. Donc, c'est vraiment créer votre propre voie qui serait aussi une façon de réduire cette vulnérabilité parce que vous êtes engagé et l'engagement est une force.